Une première, l'équipe de France de tennis féminine, vainqueur de la Coupe Davis des dames. La France a battu la Hollande en finale. Meurtre mystérieux à Marseille, un conseiller régional retrouvé criblé de balles. Apothéose pour le dernier jour du voyage de Jean-Paul II au Brésil, une messe devant plus d'1,5 million de fidèles. Paris envahi par 30 000 randonneurs à pied qui célébraient le 50e anniversaire de leur fédération. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, fêtons comme il convient la première victoire française dans la Coupe de la Fédération, l'équivalent de la Coupe Davis pour les dames. L'équipe de France féminine a triomphé de la Hollande en ménageant le suspense puisqu'après avoir mené 2-0, les Hollandaises sont remontées à 2-1 après la défaite de Marie Pierce. Heureusement, il y avait Sandrine Testu. Laurent-Frédéric Bollet, Maryse Richard. Et évidemment, toutes les joies se ressemblent, mais celle-ci a vraiment une saveur particulière. C'est la danse du bonheur pour toutes les filles de l'équipe de France. Pour la première fois, elles remportent la Fed Cup. Sandrine Testu au service, c'est la balle de match pour apporter le 3e point aux Françaises. Le public hollandais manifeste pendant l'échange, mais le jeu se poursuit. Et à la fin, c'est plus qu'une joueuse qui vient de gagner. J'ai pas seulement gagné pour moi aujourd'hui, j'ai gagné pour toute l'équipe et puis pour tous les gens qui sont venus nous supporter tout le week-end. C'était génial. Sandrine Testu et son fiancé italien. C'est à cause de l'amour, dit-elle, qu'elle joue mieux cette année. La Fed Cup, une histoire sentimentale. Ainsi pour Yannick Noah, en train de vivre intensément cette même balle de match. Voilà, c'est fait. Le capitaine a encore su mener un groupe à la victoire. Arrivé cette année chez les filles, Noah a découvert un autre univers du tennis. Elle gagne la Fed Cup, c'est fabuleux, quoi. C'est la compétition d'équipe la plus prestigieuse chez les filles. Ouais, elles m'ont épaté parce qu'elles ont réussi à gagner, qu'on avait en face de nous une équipe très difficile, qu'on était à l'extérieur. Et que les Hollandaises jusqu'au bout ont résisté. Aujourd'hui, Marie Pierce a été battue par Brenda Schultz, la meilleure néerlandaise. Marie par terre, mais Marie qui accroche à son palmarès une compétition à laquelle elle ne rêvait peut-être pas. Rêver, je sais pas si je pouvais dire rêver, mais c'est autre chose. J'ai gagné un tournoi Grand Slam, quoi. C'est un truc qu'on fait en équipe avec tout le monde, on encourage les autres et puis on les aide et puis à la fin c'est fabuleux de partager ça avec les autres. Alors tout est bien qui finit bien. La coupe est française et le tennis féminin qui a l'occasion de se faire mieux connaître peut-être. Après les garçons et la Coupe Davis l'année dernière, autour des filles de nous raconter une belle histoire de tennis, un tennis évidemment champagne. La mort dans des conditions encore mystérieuses d'un conseiller régional des Bouches-du-Rhône alourdit encore un peu plus le climat de suspicion qui plane autour de la classe politique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. André Isoardo, 59 ans, conseiller régional UDF, a été retrouvé vendredi dans la banlieue marseillaise, son corps criblé de balles tout près de sa voiture. La police enquête sur cette mort suspecte, pour l'instant sans commentaire. Jacques Cardoz, Jean-François Georgetti. À l'abri des regards, derrière la colline, c'est ici qu'a été retrouvé le corps d'André Isoardo. La victime était blessée au ventre, au cœur et mortellement à la bouche par un pistolet à grenaille trafiqué qu'il tenait dans sa main. C'est un chasseur qui a fait cette macabre découverte vendredi, vers 19 h. En rentrant de la chasse, il a vu une voiture qui avait l'air abandonnée, avec une portière ouverte. Et comme un ami qui a une 205, il pensait que peut-être il était arrivé quelque chose et s'est approché de la voiture et il a trouvé un cadavre dans la voiture. Là. Introverti, discret, d'humeur égale, André Isoardo n'a jamais fait parler de lui, même sur le plan local. Sa carrière l'a mené de la CGT à l'UDF en passant par le Front National. C'est sous cette étiquette qu'il est élu au Conseil régional de la région PACA en 86. Il sera réélu 6 ans plus tard, mais cette fois sur la liste de Jean-Claude Gaudin. Je dois dire que sa loyauté à mon égard et à l'égard de l'institution a toujours été parfaite. Mais depuis quelque temps, il manifestait un certain désengagement. Et il y a plus d'1 an, il m'avait fait savoir qu'il ne souhaitait pas se représenter aux élections de 98. Hasard de l'actualité, l'UDF tenait ce matin à Marseille la convention nationale des adhérents directs. Embarras de son président. Une réaction. Est-ce que vous pourriez essayer de... Embarras de ses anciens amis. Oui, mon avril. Moi, j'ai pas l'autorisation de mon président. C'est quelqu'un que vous connaissiez pourtant. Et pourtant, une perquisition a bien eu lieu ce matin au siège du Conseil régional dans le bureau d'André Isoardo. D'autre part, une autopsie devait être effectuée cet après-midi sur le corps de la victime afin de déterminer les causes exactes
de sa mort. Tant qu'on ne connaîtra pas les conditions exactes de la mort d'André Isoardo, il faudra bien se garder d'épiloguer. Il reste néanmoins que les 3 départements du Sud-Est, Var, Alpes-Maritimes et Bouches-du-Rhône, traînent une mauvaise réputation en matière de mœurs politiques et de relations affairistes qui, dans le passé, ont déjà abouti à des crimes. Sans remonter très loin, l'affaire Yann Pia ou encore la mort des frères Sansonnet dans des conditions qui n'ont pas encore été élucidées. Olivier Caroff, Vincent Bouffarti. Dans la presse régionale, ce matin, la mort d'André Isoardo ne fait pas les gros titres. Ici, les hommes qui décèdent dans des conditions pour le moins étranges, on commence à avoir l'habitude. Le cas le plus connu, celui des frères Sansonnet. On les avait retrouvés morts, assis dans leur voiture. Selon la justice, ils s'étaient suicidés avec leur gaz d'échappement. Une thèse combattue depuis longtemps par certains spécialistes des affaires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans le sud de la France, les choses ne se passent pas comme dans le reste du territoire. Et il y a effectivement des enjeux d'argent, de pouvoir, le tout relayé par l'appareil politique qui font qu'effectivement on peut se poser beaucoup de questions lorsqu'on voit un suicide. Un climat de suspicion décrit par ce journaliste dans un livre consacré à l'affaire Yann Pia, la députée du Var, assassinée en février 1994. Officiellement, le meurtre est attribué à de petits truands, mais au fil des pages, on découvre une autre équipe d'assassins, des morts inexpliquées et des politiques habitués à côtoyer le grand banditisme dans de mystérieux comités d'affaires. Un comité d'affaires, c'est quoi ? C'est une table, je dirais, autour de laquelle se réunissent des hommes politiques, des décideurs économiques, des mafieux. Et tous ces gens-là se mettent d'accord et disent voilà les enjeux, voilà les intérêts, voilà l'argent et voilà ce qu'on va se partager. On se fixe sur les morts. Les morts, c'est le symptôme. Derrière, on a un système. Yann Pia avait-elle découvert ce système? S'apprêtait-elle, comme l'affirment certains, à faire des révélations gênantes? Depuis sa mort, en tout cas, la région souffre d'une réputation sulfureuse que chaque nouveau décès suspect vient alimenter. Les parlementaires du RPR réunis à Saint-Jean-de-Luz ont décidé de se mettre en ordre de bataille pour redevenir les premiers opposants au gouvernement Jospin et de prouver également qu'il n'y avait plus d'état d'âme et que tout le monde était solidaire de Jacques Chirac, y compris Édouard Balladur. Reportage Jeff Wittenberg, Rémi Poissonnier. L'été indien du gouvernement dans les sondages s'achèvera-t-il lui aussi? Le RPR aimerait y croire, en tout cas, les députés gaullistes semblent en avoir fini de douter sur leur stratégie. Aujourd'hui, c'est à droite toute et résolument dans l'opposition. Au moins pour les porte-voix du mouvement, tous les projets de Lionel Jospin sont à mettre dans le même sac. Rien ne trouve grâce à nos yeux, parce que les projets du gouvernement sont l'expression d'un socialisme dépassé, et on sait où nous a conduit le socialisme. Où ça? Dans le mur. Moins de prestations pour les foyers à plus haut revenu, c'est dans la politique familiale du gouvernement que le RPR croit avoir trouvé la brèche. Les gens comprennent que pour les socialistes, presque tout le monde est riche. On est facilement désigné comme un riche par le gouvernement socialiste et donc on est taxé. Pas d'ambiguïté dans le rôle d'opposant, c'est donc clair désormais. La deuxième mise au point du RPR s'adresse à Jacques Chirac. Oui, le chef de l'État reste bien la référence des gaullistes. Aujourd'hui, ils le disent tous. Nos sorts sont liés. Ce qui l'affaiblit nous affaiblit. Ce qui nous renforce le renforce. Prenons bien conscience de cette communauté de destin et sachons en tirer les conséquences. En clair, Philippe Séguin voulait démontrer que son parti aujourd'hui marche d'un même pas, mais surtout qu'il se range derrière un même combat. Il l'a dit ce soir aux militants. Je sais que vous n'êtes pas de ceux qui se complaisent longtemps dans le souvenir de l'échec. Je sais que vous êtes pressés d'en découdre à nouveau. Et croyez-moi, vous allez en découdre bientôt. Débordé sur sa droite par le Front National qui progresse dimanche après dimanche dans les élections partielles, le RPR décide de muscler son discours dans l'espoir d'être plus écouté par l'opinion. Le Premier ministre Lionel Jospin est élu sur ses terres en Haute-Garonne, l'occasion pour lui d'éclairer les débats de la semaine à venir sur l'immigration ou encore sur la conférence portant sur les 35 heures par semaine. Guylaine Chenu, Jacques Grégor. C'est un traité de politique à l'usage des parlementaires. Le livre date d'avant-guerre, mais Lionel Jospin pourrait bien y pêcher quelques conseils. Car avant même d'être présenté à l'Assemblée,
le projet de loi sur l'immigration fait déjà bouger la gauche. Un texte jugé trop répressif par des intellectuels qui demandent cette semaine la régularisation de tous les sans-papiers. Un texte qui ne plaît pas non plus à cette dizaine de jeunes venus dire aujourd'hui haut et fort leur mécontentement. Le débat parlementaire va permettre de trouver l'équilibre final à nos propositions, de façon à ce qu'on facilite l'intégration, qu'on fasse en sorte que je dirais, le débat sur l'immigration en tant que débat passionné et parfois malsain, alimentant des forces extrémistes à droite, je dirais s'apaise dans notre pays. Voilà ce qui est mon objectif. Autre sujet très surveillé par la majorité de gauche, les négociations sur la réduction du temps de travail avec la conférence sur l'emploi qui s'ouvre vendredi prochain. Lionel Jospin fixe le cap. Je proposerai des directions, je proposerai un cadre, et puis nous offrirons un espace de négociation dans notre pays aux entreprises et aux représentants des salariés, de façon à ce que partout, dans les branches, dans les entreprises, se nouent des négociations. À la veille d'une semaine délicate, Lionel Jospin déroule encore son discours de pédagogue sur l'immigration comme sur les 35 heures, avant de faire des choix. Et puis encore invité de polémique sur France 2, Marc Blondel de Force ouvrière demande notamment au Premier ministre d'augmenter une nouvelle fois le SMIC de 2% afin que les salariés puissent accompagner la croissance économique prévue pour l'année prochaine. La police est intervenue la nuit dernière dans la banlieue lilloise pour disperser une rave party, une soirée de musique techno organisée dans un entrepôt désaffecté dans lequel musiciens et participants s'étaient introduits de manière clandestine en brisant les clôtures. C'est devant le refus des jeunes gens de quitter les lieux que les policiers ont finalement décidé d'intervenir. Ce soir, 4 personnes sont toujours en garde à vue. Marianne Mas, Dominique Mas. Dernière ronde de police ce matin dans des anciens entrepôts désaffectés de la banlieue lilloise. C'est ici que la soirée avait commencé. 400 jeunes de Nice, Toulouse ou Paris s'étaient donné rendez-vous pour fêter leur emménagement dans un squat. Nous, c'est ce qu'on voulait faire, quoi, squatter pour l'hiver, quoi. Et les CRS sont arrivés, ils ont tout cassé, quoi. Ils nous ont dit de partir, on a dit ouais, d'accord, on part. Et on n'a pas eu le temps de partir, quoi, ils ont chargé. Ils ont fait 3 sommations et ils ont frappé les gens. Dernière sommation, on vous a demandé de partir. Alors dispersion. C'est vers 3h30 que la police est intervenue pour tapage nocturne et occupation illégale. Environ 200 CRS et policiers. Plusieurs jeunes ont évacué spontanément les lieux pendant qu'une quarantaine d'entre eux, les organisateurs, restaient enfermés dans un hangar. La charge a été brutale, la police confondant parfois les journalistes avec des troubles-fêtes. L'évacuation a pris plusieurs heures, bilan 2 sachets d'herbe saisis, une sono cassée et 13 interpellations parmi les jeunes. Mais après une fouille complète des locaux, la police n'a saisi aucun stupéfiant de type ecstasy. Ce matin, la préfecture n'a souhaité faire aucun commentaire sur l'intervention. Une intervention peut être disproportionnée par rapport à l'événement, même si ce genre de soirée clandestine, qui attire aussi des mineurs, se déroule parfois dans des lieux dont la sécurité laisse à désirer. En Italie, dans les régions touchées la semaine dernière par une série de tremblements de terre, les populations n'osent toujours pas réintégrer leur domicile. D'autres villageois ont même décidé de partir car la terre continue de trembler. Arnaud Boutet. Des provisions et des couvertures pour passer la nuit. Ils vivent désormais là, dans des caravanes alignées côte à côte ou sous une tente fournie par la Croix-Rouge italienne. Dans le centre du pays, 40 000 Italiens n'ont plus de maison. Et ceux qui possèdent encore un toit préfèrent trouver refuge ailleurs avant qu'il ne soit trop tard car ils savent que la terre tremble encore. Ils sont près de 100 000 à fuir leur domicile, effrayés par 150 nouvelles secousses enregistrées ce week-end. Les plus fortes ont atteint 4,3 sur l'échelle de Richter et provoqué de nouveaux dégâts dans ces villages déjà sinistrés. Je suis retournée chez moi pour me changer car nous vivons ici, sous ces tentes. Une fois dans ma maison, tout s'est remis à trembler, comme ça. J'étais sans voix, alors très vite, je suis ressortie. Les secousses ont fait une nouvelle victime, un homme de 71 ans mort d'une crise cardiaque alors qu'il dormait dans sa voiture. Les autorités s'efforcent de rassurer la population, expliquant que ces séries de séquences sismiques sont normales après le violent séisme du 26 septembre. Mais elles peuvent encore durer plusieurs mois. Ce soir, le ciel inquiète les autorités. On annonce de violents orages qui risquent de perturber les secours.
C'est par une messe en plein air réunissant plus d'1,5 million de fidèles à Rio de Janeiro que le pape a terminé son voyage au Brésil. Jean-Paul II a une nouvelle fois vanté les valeurs de la famille dans une ambiance typiquement brésilienne. Sur place, Alain Chalvron. C'est sur une plage de Rio, Flamengo, que le pape avait donné rendez-vous ce matin au Carioca. Le beau temps aidant, ils sont nombreux, très nombreux même, entre 1 million et 1,5 million, à avoir répondu à son appel. Un pape qui a parfois eu l'air un peu déconcerté par l'ambiance. Car ici, messe pontificale ou pas, on danse. Quand le chanteur Roberto Carlos entonne son tube « Jésus Christo », c'est plus fort que tout. C'est 1 million de hanches qui se déhanchent, 2 millions de mains qui battent, et des prêtres même qui se laissent aller. Et le pape, qui tente un instant de reprendre la parole, semble se résigner à laisser ces incorrigibles Brésiliens à leur irrépressible sens de la fête. Un sens de la fête qu'il avait déjà eu l'occasion d'expérimenter la veille au soir, au stade de Maracanã, et auquel il avait répondu à sa manière. Pourtant, cette soirée, la rencontre mondiale des familles, entre chansons, ballets et scénettes, avait aussi son côté sérieux. Dieu, en effet, nous a appelés à devenir les parents de 19 Ces témoignages de familles, venus du monde entier, comme ces Belges, que le pape a salués chaleureusement. Et il y a de quoi. Nous avons 18 enfants. Parmi ces 18 enfants, 8 ont été faits maison et 10 ont été adoptés. Parmi les enfants adoptés, il y a des enfants de 5 nationalités. Et la plupart des enfants adoptés ont comme ce jeune Indien un handicap. Un exemple que Jean-Paul II a voulu donner au monde entier. Ces rencontres mondiales de la famille constituent pour Jean-Paul II un temps fort de son pontificat. Un pontificat de plus en plus centré sur les questions morales, pour la famille et bien sûr contre l'avortement, au point d'en oublier même les considérations sociales. Nouvelle assassinat collectif près de Blida en Algérie. 16 écoliers et le chauffeur du car qui les transportait ont été tués par une bande islamiste qui avait tendu une embuscade sur la route. Par ailleurs, non loin d'Alger, l'armée continue d'assiéger un réduit du GIA qui résiste depuis une dizaine de jours maintenant. Les grands moyens seraient employés, y compris des chars d'assaut. Trafic important aujourd'hui dans l'espace. La navette Atlantis revient sur Terre avec Jean-Loup Chrétien qui, avec ses collègues, a remis de l'ordre dans la station Mir. Et cet après-midi, c'est un vaisseau, vous le voyez, un vaisseau de ravitaillement qui est parti de la base russe de Baïkonour. Lancement réussi. Le cargo spatial transporte du matériel scientifique, du carburant et des vivres pour les 3 membres de l'équipage russo-américain. Retour sur Terre et en France, cette fois-ci, les spécialistes de la météo sont formels, c'est bien la fin de ce splendide été indien qui ressemblait à l'été tout court. Aujourd'hui, on s'est encore beaucoup baigné dans le sud-est de la France et le long de la côte d'Aquitaine. Reportage Sandrine Albault et Frédéric Grinchec. 30 degrés à l'ombre, une légère brise rafraîchissante. L'automne commence plutôt bien dans le bassin d'Arcachon. C'est tellement extraordinaire qu'on a du mal à croire qu'on est le 5 octobre. D'habitude, le temps change vers le 15 septembre. C'est l'automne, mais là, c'est encore le plein été. Quand l'été se prolonge aussi longtemps, tout le monde est content, surtout les commerçants. Il nous reste encore du lapin. Tout est prêt, monsieur. Très belle arrière-saison. Très belle. Même le monde et tout. Ah ben ça a marché, oui. Ça a marché, il n'y a pas de problème. On a eu un mauvais mois de juin, alors on rattrape, on a bien rattrapé le mois de juin, le début juillet. Reste à savoir si ça va durer. On peut toujours rêver. Météo France annonce le retour de la pluie pour la semaine prochaine. La cueillette des champignons, c'est pas mal aussi, non ? 30 000 personnes sur les quais de la Seine cet après-midi à Paris et les voitures bloquées derrière. Cette randonnée marquait officiellement le 50e anniversaire de la Fédération de randonnée pédestre. La marche, un sport que les Français apprécient, puisqu'un sur 2 déclare la pratiquer avec plaisir. Reportage Claude Crespo, Jacques Gérard.
Ils ont pris leur pied les 30 000 randonneurs qui ont parcouru les 7 km autour de la Tour Eiffel. Depuis le 1er mai, ils crapahutent depuis tous les coins de France pour dire tout le bien qu'ils pensent de la randonnée. Un randonneur, c'est quelqu'un qui aime marcher, qui aime la nature, qui aime le contact avec les autres gens et ça apporte beaucoup de joie. Tous ont le sourire. Certains ont cédé la facilité. Tous sont plus ou moins bien équipés. Il y a quand même quelques originaux, comme ce Normand. J'ai un petit peu d'échauffement, mais c'est pas trop encore. Ça peut passer. D'aucuns pourraient penser que pour marcher, il suffit de mettre un pied devant l'autre, parfois en esquissant un pas de danse. Mais certains y mettent toute leur âme. C'est un état d'esprit et c'est un comportement. Je crois que la randonnée, c'est d'avoir, lorsqu'on est sur un chemin, déjà rendez-vous avec soi-même. Moi, j'aime bien marcher intelligent. C'est-à-dire, s'il y a une église, s'il y a une vieille pierre, on s'arrête et on la regarde. Et les fanfares ont été beaucoup regardés. Une vingtaine tout au long du parcours, avec des colorations très diverses. Chacune, une pose pour ces piétons si particuliers. Le temps, par exemple, de remettre ses fossiles. C'est courant. C'est à Dunkerque, c'est pour le carnaval. Un carnaval convivial, ensoleillé, chaleureux, souriant. Un bel hommage aux 31 millions de Français qui ont retrouvé le plaisir de marcher. Une autre traversée de Paris maintenant, à la rame. 1500 concurrents ont parcouru 28 km entre le pont de Sèvres et le pont de Bercy. 500 embarcations parties très tôt ce matin pour éviter le trafic fluvial entre les péniches et les bateaux-mouches et profiter du magnifique spectacle des ponts de la capitale. Football, en bref, suite de la 10e journée du championnat de France. Défaite de Metz à Strasbourg, battue 2-0. C'est la première défaite de Metz en championnat depuis le début de ce championnat. Le PSG doit jouer ce soir à Nantes. Rugby, suite de la Coupe d'Europe. Cet après-midi, Brive a battu l'équipe anglaise de Basse, 29-12. L'équipe française reste donc en course pour une qualification en quart de finale. 500 000 Français et Françaises vivent aujourd'hui dans des maisons de retraite. Les pensionnaires sont de plus en plus âgés et donc de plus en plus seuls. C'est pour cette raison que chaque année, l'organisation Flamboyance organise une journée de visite. Elle demande aux familles et aux amis de venir tenir compagnie pendant quelques heures à ces personnes âgées qui vivent trop souvent en vase clos. Patricia Charnelet, Guillaume Fautra. Près de 1000 maisons de retraite aujourd'hui en France ont voulu être, plus que d'habitude, des maisons de vie. Les familles, les habitants du quartier étaient invités pour un dimanche pas comme les autres. Le but, favoriser les rencontres entre les générations, modifier le regard des plus jeunes sur les plus âgés. Cette démarche, ces lycéens de terminale l'ont déjà depuis 2 ans. Chaque mois, ils viennent passer 2 heures avec ces 92 pensionnaires, âgés en moyenne de 86 ans. Des liens se sont créés. On a besoin de leur présence d'abord, qui est souvent efficace. On a besoin de leur savoir aussi, hein, parce qu'il ne faut pas les prendre pour des ineptes quand même. Ils ont des choses intéressantes, de leur vie, ce qu'ils font. Pour nous, on est leurs grands-parents, puis nous, c'est de la jeunesse autour de nous. Ça change. Enrichissement aussi pour ces jeunes à l'écoute des anciens. Elle nous raconte un peu comment c'était à leur temps, quand ils avaient notre âge, comment ils sortaient, comment ils sortaient, pourquoi ils allaient là, ils allaient pas là. Et puis nous posent des questions à nous, puis nous on dit comment faire notre temps, quoi. On leur lit des histoires et eux de leur côté nous récitent de jolis poèmes. Même eux, ils écrivent des poèmes. C'est un échange. Ça c'est un échange, ouais. Ça nous donne une grande. Il y a quelques années encore, les maisons de retraite étaient le plus souvent recroquevillées sur elles-mêmes. Les rencontres de ce dimanche ont brisé cet isolement. Défense de l'environnement, récupération de l'environnement après l'opération qui a consisté à rendre à la nature la pointe du Raz en Bretagne. Les pouvoirs publics et une entreprise publique, Gaz de France, vont réaliser une opération similaire sur l'un des sites naturels les plus connus du pays, le cirque de Gavarnie dans les Hautes-Pyrénées. Il s'agit de rendre à cet endroit son aspect le plus authentique. Reportage Anne Poncinet, Roger Mathurin. C'est la fin de l'été. Les vaches redescendent vers la vallée où elles passeront l'hiver. Et le rideau de l'automne va bientôt tomber sur la saison touristique du cirque de Gavarnie. C'est une des plus belles impasses de France.
Depuis plus d'un siècle, les voyageurs viennent ici contempler le spectacle. Le grand-père de Bastien Cumia, déjà, avait un âne et un cheval pour promener les randonneurs et leurs femmes. Souvent, il y avait des clients qui étaient un peu âgés et ils prenaient un cheval pour faire l'approche du pic qu'ils voulaient faire. Alors celui-là déjà il partait et sa femme s'occupait de louer son âne pour aller au cirque. Il reste 300 montures à Gavarnie, mais le nombre des visiteurs a explosé. J'aurais voulu un petit cheval assez beau pour pouvoir poser les pieds par terre. Mais... Ils sont 1 million à venir chaque année visiter le site. La commune a dû construire pour les canaliser d'immenses parkings. Elle doit aussi ramasser les ordures et le crottin. C'est beaucoup pour un tout petit village de moins de 200 habitants. Mais si tant de gens veulent voir Gavarnie, comment les en empêcher? On sélectionne déjà un peu par les forces, puisqu'entre Gavarnie et le cirque, il faut marcher pendant 1 heure ou monter sur un petit âne. Enfin bon, il y a déjà une sélection qui se fait. Donc. Et comme Gavarnie est un patrimoine national, donc on ne peut pas réserver ce site à une élite, par exemple. Grâce à la convention signée hier avec l'État, Gavarnie va recevoir des financements pour organiser et embellir le village. En échange, Gavarnie devra un peu arranger le désordre architectural de certains commerces. Mais pas question de démolir l'hôtel du cirque, comme cela avait été le cas pour l'hôtel de la Pointe du Raz, en Bretagne, un autre site réhabilité. Une idée a priori un peu loufoque. Un comédien metteur en scène de théâtre a décidé de passer 15 jours enfermé dans un enclos du parc zoologique de Besançon. Il entend ainsi s'imprégner du rôle principal de sa nouvelle pièce, Un homme au zoo, comme son nom l'indique. Mais d'ores et déjà, Laurent Decol, c'est son nom, obtient un franc succès auprès des visiteurs. Virginie Fichet, Patrice Schumacher. L'information a fait le tour de cette jungle encagée. Il faut dire que le dernier spécimen de la faune zoologique a de quoi étonner. C'est un homme, un vrai bipède évolué, traité comme les autres pensionnaires, ou presque. Lui, il nous prend beaucoup moins de temps, tu vois, par rapport aux autres animaux. Et puis, les repas, c'est un peu plus compliqué, quoi, parce qu'il mange chaud, tandis que les autres, ils mangent froid. En 6 jours, l'homme s'est adapté à sa nouvelle maison. Le comédien a apprivoisé son nouveau public, jouant constamment de son humanité animale. Ah, vous êtes très très bien. Oui. Ou de son animalité humaine, comme vous voudrez. Ah, celle-là, elle est épluchée, je préfère. Je m'attendais à quelques agressions, enfin verbales. En fait, ce qui se passe depuis 5 jours que je suis dans cet enfermement, il y a une réaction extrêmement gentille, pleine d'attention, et les gens comprennent très vite de quoi il s'agit. Le public, lui, attendait l'homme singe. Il trouve un homme ordinaire qui l'interpelle tout de même quelque part. Pour interpeller, il interpelle, c'est normal. On n'est pas habitué à voir un homme dans un zoo. Il doit quand même s'emmerder un peu. Hein. Ouais. En plus, il est tout seul, quoi. En fait, Laurent Decol ne s'ennuie pas du tout puisqu'il travaille. En captivité, il s'imprègne de l'ambiance de sa prochaine pièce, présentée en décembre au Centre dramatique de Besançon. Et là-bas, au moins, dans la civilisation, aucun voisin indélicat ne troublera plus la sérénité de l'homme sage. Le cerf-volant n'est pas seulement un jeu d'enfants. À Fort-Mahon, dans la Somme, avait lieu ce week-end le championnat de France de cette discipline. Une 50aine de participants étaient en compétition. Reportage Marianne Masse, Dominique Masse. 3 paires de lignes pour de drôles de pêcheurs. Mais au goût, pas de poisson. La bête serait plutôt du genre papillon. Séance d'entraînement avant les épreuves de championnat. Ces gens-là sont des dompteurs, doux rêveurs ou sportifs. Ni l'un ni l'autre. Au début, ça fait drôle de voir le cerf-volant, c'est un peu péjoratif, on a l'impression que c'est réservé aux enfants. Puis quand ils voient l'évolution que ça représente dans le ciel, après ils comparent ça à une patrouille d'avions plutôt, donc ils prennent ça un peu plus sérieusement, du fait que c'est un spectacle, donc ça intéresse. Un spectacle où le casting des acteurs est fait avec beaucoup de sérieux. D'abord, il faut des gros cerfs-volants qui font 2,50 m autour de ça, parce que ça a 2 avantages. D'abord, c'est que c'est stable, c'est lent et c'est majestueux en l'air. Parce qu'il n'y a pas simplement le côté technique, il y a aussi le côté chorégraphique qu'il faut soigner. Les chorégraphies sont mises au point tout l'hiver sur le papier, puis testées en musique dans le ciel, et enfin jugées en compétition. On est souvent amené juste avant de passer, de refaire un coup de baguette, même si on le fait très souvent.
et que le programme, on le connaît par cœur depuis le début de l'année. Les championnats de France de cerf-volant existent déjà depuis 10 ans, une compétition qui a vu son niveau évoluer très vite à mesure des innovations techniques et qui a ses règles propres. Le numéro 2 était un peu trop haut et un petit peu bougé. Alors on juge sur l'alignement, sur quoi? Sur l'alignement et en fait on pourrait dire en général sur la propreté d'exécution de la figure. Des figures répertoriées par la Fédération internationale, ça c'est pour les imposer, mais il y a aussi les libres où l'invention est reine et où le copyright n'existe pas. On enregistre en fait tout ce qui se passe en caméra, comme vous, et on se les repasse et donc on s'inspire de figures qui ont été utilisées par certains pour essayer d'en créer de nouvelles a priori, parce qu'il ne s'agit pas de la recopier identiquement. Le cerf-volant, un sport qui s'enrichit de la rencontre. Le championnat n'a aucun enjeu financier, juste le plaisir d'être reconnu parmi les meilleurs. Et l'engouement est réel. Il se crée aujourd'hui 2 clubs par mois en France. 2 mois et demi après la mort du couturier italien Gianni Versace, assassiné devant sa résidence privée en Floride, présentation à Milan d'une première collection de prêt-à-porter qui porte encore l'empreinte de son créateur, Sophie Mézel. Pour la maison Versace, la vie continue. 2 mois et demi après l'assassinat de Gianni, son fondateur, les paillettes sont de retour avec leur cortège de Beautiful People, les stars dont Versace aimait s'entourer. Ici Demi Moore et avec son chapeau vert, Boy George. Même si le cœur n'y est pas, il faut sauver les apparences et surtout remettre à flot cette entreprise de 6 milliards de chiffre d'affaires qui vient de manquer son introduction en bourse. Donatella, la jeune sœur de Gianni, celle qui était aussi sa muse et son associée, se charge d'assurer la pérennité de Versus, une ligne créée en 1990 pour un public plus jeune. Mais Atelier Versace, Première Ligne ou encore Instante, toutes ces marques qui formaient l'empire Versace sont encore orphelines. La maison leur cherche officiellement un styliste à leur mesure. Les paris sont ouverts. Ils sont un véritable phénomène dans le monde du disque. 30 millions d'albums vendus en quelques années seulement. Le groupe américain, les Boyz II Men, a réinventé le rhythm and blues avec ses thèmes traditionnels, Dieu, l'amour, le travail, à contre-courant de tout ce qui se fait actuellement. Leur tout nouvel album sort en ce moment et les plus jeunes apprécient en attendant leur prochaine tournée en Europe. Reportage Aubry Edler, Franck Brisset. Ces 4 voix ont envahi les ondes du monde entier. En moins de 6 années, les Boyz II Men, ils viennent de fêter leur 25e anniversaire, ont réussi à réinventer un rhythm and blues à leur manière. Aux États-Unis, l'histoire des Boyz II Men a tout pour plaire. Nés dans une banlieue sordide de Philadelphie, les 4 gamins se rencontrent au lycée, ils font leur première gamme commune et s'imposent en chantant l'amour, la famille et la gloire de Dieu. Un rêve 100% américain qui fait craquer des ados. I make love to you like you want me to, and I'll hold you tight. Quand on a débuté, on était comme des mômes dans une boutique de bonbons. On était tellement heureux de rentrer dans le métier, de réaliser notre rêve. Alors, on a laissé la réalité de côté. Oui, et puis nous, on pense qu'il y a bien assez de colère, de choses négatives dans le monde. Il n'y a pas assez d'amour, pas assez de gens qui parlent d'amour. Aujourd'hui, les artistes parlent de sexe, mais rarement d'amour. À l'heure du rap et du hip-hop, les Boyz II Men ont des airs d'autrefois, toujours bien mis, plutôt polis, souvent mièvres. Leur profession de foi fait en tout cas des adeptes, leurs albums se vendent par millions de dollars et leur carnet de balles, très chargé, ne permet pas une tournée en France avant l'année prochaine. La course de galop la plus prestigieuse de la saison a eu lieu cet après-midi à Longchamp, le prix de l'Arc de Triomphe en présence des élégantes au magnifique chapeau. Considéré comme le championnat du monde du galop, c'est un pur sang français, peintre célèbre, c'est son nom, qui l'a emporté. Et son propriétaire, Daniel Wildenstein, a empoché la modique somme de 4 millions de francs. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet. Demain arrive donc l'automne, c'est prévu. Minuit, le dernier journal, Bruno Roger-Petit. Demain, 13h, Patrick Chêne. Quant à moi, je vous retrouverai demain soir à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.